Que c'est à l'initiative des usagers des transports, ce qui n'est pas, disons, la tradition la plus fréquente. C'est nous qui, usagers de transport, avons sollicité les élus. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et je voudrais dire un mot peut-être préalablement, puisque je préside Louis Blaise, je préside l'AUT Lorraine, qui est une association qui est rattachée à la flotte nationale, dont je salue le président. Donc Bruno Gazot qui a fait l'effort, il est encore à Marseille tout à l'heure et qui vient de se libérer donc pour être présent cet après-midi. C'est une association en un mot simplement qui, à la différence d'autres associations qui interviennent, n'est pas focalisée sur une liaison particulière. Elle a une vision d'ensemble et donc nous sommes très préoccupés par les questions d'aménagement et d'équilibre des territoires. Alors, pourquoi cette manifestation? D'abord parce que les usagers sont excédés de voir la dégradation de la situation en Lorraine, plus généralement dans la région Grand Est, mais notamment en Lorraine, et Lorraine du Sud en particulier, et que ce soit pour les fréquences qui diminuent, des ralentissements, des problèmes d'horaire, des problèmes de tarification, des problèmes de fermeture de lignes. Je disais au président Venson il y a quelques instants, j'étais présent à une réunion en début de semaine à propos de la prochaine fermeture de la ligne entre Épinal et Saint-Dié. Donc ce sont des sujets d'actualité et vous savez que la ligne donc, de Saint-Vincent de Nancy donc jusqu'à Vittel-Cantex-les-Villes est fermée depuis un certain nombre de mois. Tout cela avec des perspectives qui sont inquiétantes. Alors donc je disais des usagers excédés. Aussi parce que d'abord ils ont le sentiment de ne pas être assez entendus, pas écoutés, et peut-être qu'ils ne s'expriment pas assez aussi, mais surtout ils ont un peu le sentiment que beaucoup de gens parlent en leur nom, à leur place, et parfois même des personnes d'ailleurs qui ne prennent pas les transports en commun, ce qui est un paradoxe. Voilà, et puis enfin, donc c'est donc un sentiment de paroles confisquées quelque part, hein, et donc de frustration d'une certaine manière. Et puis je veux dire aussi la troisième raison, c'est l'actualité récente. Je ne m'attarderai pas, on y reviendra dans le tour de table, j'essaierai de ne pas être long, et l'ensemble des intervenants donc, feront de même pour effectivement donc, nous prêter plutôt à vos questions. Mais c'est l'actualité récente avec notamment tout ce que nous prépare la SNCF, et pour l'offre à partir de la fin de l'année, et les dessertes vers le sud qui sont devenues catastrophiques dans le sens où on ne pourra plus aller directement à Lyon ou vers les villes du sud dans des conditions normales. On pourra y revenir. Là, tout cela, c'est bien fait que nous avons, comment dirais-je, pris l'initiative de contacter des élus, notamment de deux départements qui sont en première ligne dans le combat donc, qui est mené pour le maintien d'une qualité de service et d'une offre ferroviaire, disons, qui soit digne de la Lorraine, que la Lorraine ne soit pas le cul-de-sac qu'on nous promet, et naturellement ces départements qui sont engagés très activement depuis de nombreuses années sont engagés aussi pour la réalisation de la gare d'interconnexion de Lorraine, on pourra y revenir tout à l'heure, mais aussi très directement pour le maintien ou la revitalisation même ce qu'on appelle les petites lignes. Alors les petites lignes, je le précise, ce sont les lignes que SNCF Réseau, dans sa catégorisation, donc, a mis entre le numéro 7 et le numéro 9, c'est-à-dire des lignes sur lesquelles donc, les moyens qui sont consacrés à l'entretien, à la maintenance, sont réduits, disons, à une expression pratiquement ridicule. Voilà, alors, le moment aussi de cette conférence nous a paru propice parce que, d'une part, c'est la prochaine loi d'orientation sur les mobilités donc, qui s'annonce dans les semaines qui viennent. Je ne me fais pas trop d'illusions personnellement sur les solutions qu'elle apportera, notamment en matière de moyens pour les infrastructures. Mais on verra. Il y a donc cette loi. Il y a au niveau de la région Grand Est la deuxième phase d'élaboration du SRADET, le schéma régional
d'aménagement et développement durable et d'équilibre des territoires. J'insiste sur les deux dernières lettres, équilibre des territoires, donc préoccupation d'aménagement des territoires. La région a une responsabilité importante avec les départements sur ce plan-là. Et puis enfin, la perspective, dès l'année prochaine, de l'ouverture à la concurrence pour les lignes TER et l'année d'après pour les trains grande vitesse. Voilà, alors les modalités que nous avons proposées en fait aux élus, et je remercie le président Mathieu Klein d'abord de nous offrir l'hospitalité ici, mais bien entendu d'être présent personnellement, ainsi que le président François Venson, qui était encore à Marseille tout à l'heure, donc qui a fait l'effort d'être là aussi, et là je leur remercie personnellement. Donc nous avons souhaité, si vous voulez, que ça prenne la forme d'une motion, une motion conjointe pour une action commune. Alors encore une fois, originalité, c'est une initiative qui vient de la société civile et non pas des élus. Les élus ont pris beaucoup d'initiatives, y compris récemment. Je parlais des Cercles Sud, il y a eu des vœux qui ont été émis par de diverses collectivités, un conseil municipal extraordinaire à Nancy, en présence aussi du président de la métropole de Metz et du président de la région. Le conseil métropolitain donc, qui a pris un vœu également tout récemment, etc. Le conseil départemental qui a pris également des initiatives. Tout cela, oui, mais là nous sommes dans un cas un peu particulier, c'est la société civile, effectivement, donc, qui a pris l'initiative à la fois de cette conférence de presse et de cette motion qui sera donc signée par les parties prenantes et adressée au gouvernement, donc à l'échelon le plus élevé, et au président de la région Grand Est. Voilà, je ne voudrais pas être plus long pour introduire donc, la discussion. Je voudrais passer la parole rapidement donc, à Bruno Gazzo, le président de la FNOT nationale, donc mon président national, on va dire, voilà, qui, comment dirais-je, est très occupé actuellement puisqu'il prépare le congrès de sa fédération pour la semaine prochaine. Bordeaux. À Bordeaux. Voilà, Bruno, s'il vous plaît. Très bien, merci. Je ne vais pas non plus être très long. Habituellement, la FNOT intervient beaucoup parce que les premières exigences des usagers, c'est quand même la ponctualité des trains, c'est-à-dire la robustesse du réseau. C'est un problème de fiabilité, un problème de ponctualité, un problème de fréquence, et puis sur ce qui est tarif, puisque souvent, beaucoup d'usagers trouvent que le train est cher. Mais on ne fait pas que ça, on s'occupe aussi de défendre l'idée que le service public ferroviaire doit être un agent efficace de l'aménagement du territoire, que le service public ferroviaire doit constituer l'ossature des mobilités, et donc sa colonne vertébrale, et donc on doit disposer d'un réseau qui non seulement irrigue le territoire, mais dessert les villes moyennes et dessert les bassins d'emploi. Très important, et la loi de 2014, c'est la première chose que je voudrais rappeler, prévoyait, pour ce qui est de liaison ferroviaire d'intérêt national, le vote par le Parlement d'un schéma des lignes d'intérêt national. 2014. En 2017, on a commencé à débattre des pactes ferroviaires, et ce schéma des lignes nationales n'a jamais été ni présenté au Parlement, ni a fortiori voté. Le pacte ferroviaire de 2017 a repris cette notion, à plusieurs reprises, puisqu'il a, dans un premier temps, dit que c'est le schéma des intercités qui restait l'État, qui serait présenté aux élus. On est intervenu, nous, auprès des sénateurs, surtout puisque l'Assemblée nationale n'avait pas encore, procédant par ordonnance, n'avait pas encore rédigé le texte. Et finalement, le texte qui est sorti après les amendements au Sénat et après la commission mixte paritaire est celle d'un schéma de ligne d'intérêt national, TGV et intercité. Il est même précisé TGV sans correspondance, ce qui veut dire que le schéma est celui des lignes TGV qui desservent aujourd'hui les 223 villes qui sont desservies par TGV. Et ça pour 5 ans. Plus les intercités, donc les 8 intercités qui restent sous compétence d'État, les 16 autres ayant été transférés aux régions, et vous le savez bien, puisque vous avez repris Paris Belfort, et je vous en félicite. Voilà, donc ce schéma, nous on se bat pour qu'il vienne devant le Parlement, parce que tant qu'il n'est pas venu devant le Parlement, la SNCF a un beau jeu de faire ce qu'elle vient de faire pendant l'été, c'est-à-dire de supprimer des fréquences. On ne supprime pas des lignes, mais on supprime des fréquences. Et pour nous, c'est inadmissible. Alors, le motif qui est pris, c'est celui des travaux à la gare de Lyon-Part-Dieu. Vous savez que Lyon-Part-Dieu va être en travaux pour avoir de ses capacités pendant 2 ou
3 ans, et donc il faut réduire le nombre de trains qui passent à Lyon de 15%. Mais pourquoi supprimer ceux qui viennent de l'Est, c'est-à-dire de Strasbourg et de Metz, alors qu'il y en a quand même déjà 18 qui partent de Paris et qui rejoignent Lyon? C'est pénaliser personne que de supprimer 1 ou 2 sur Paris-Lyon et de maintenir ceux de l'Est de la France. Donc nous sommes sur cette position et nous soutenons les efforts qui ont été faits par nos élus pour maintenir ces TGV, et on le soutiendra évidemment à l'avenir. L'autre chose qui nous choque, c'est que la SNCF a développé, avec notre accord d'ailleurs et notre appui, une politique de Ouigo. Les Ouigo, vous savez, c'est ces trains, je ne sais pas dire low cost, mais enfin, disons, ils ne sont pas low cost pour ce qui est de la vitesse, mais ils sont low cost pour ce qui est des prestations. Mais les prix ne sont pas non plus les mêmes que ceux des TGV inouïs. Donc on a soutenu cette politique de petit prix qui correspond à des besoins de mobilité de beaucoup de gens et surtout à la capacité contributive d'un grand nombre d'usagers. Mais alors ce qui ne nous plaît pas, c'est que la SNCF ne développe ses Ouigo que sur les lignes radiales. C'est au départ de Paris et à l'arrivée sur Paris. Donc sur Paris-Marseille, sur Paris-Strasbourg, sur Paris-Nantes et sur Paris-Bordeaux. Mais il n'y en a pas sur les lignes transversales. Donc pourquoi la politique de petit prix que nous demandons à la SNCF ne s'applique qu'à une partie de la France? Ça c'est choquant, et en particulier les régions du Grand Est ou des Hauts-de-France n'en bénéficient pas, et c'est pas vraiment admissible. Donc on demande... Il y a des Ouigo il y a des Ouigo qui vont à Metz. Oui, depuis Paris, il n'y a pas qui se transversent. Ceux-là, ils sont radios. D'accord, ok. Les radios, il y en a, mais transversaux, il n'y en a pas. Donc pour desservir Strasbourg-Lyon, vous n'avez pas. Pas plus que vous avez, je ne sais pas, à Bordeaux-Nice. Donc ça c'est choquant parce que tout le monde ne va pas à Paris, ne vient pas de Paris, a besoin, quand il voyage, de petits prix, mais sur toutes les destinations. Alors, ce n'est pas la seule critique qu'on formule sur ces petits prix. L'autre critique qu'on formule, mais touche là tout le monde, c'est que ces petits prix bénéficient pas forcément à ceux qui en ont besoin, ils bénéficient à ceux qui peuvent prendre l'envie à l'avance, qui peuvent aller à Marne-la-Vallée, qui peuvent aller, je sais pas où, avec des familles, c'est un peu plus compliqué. Et si vous voyagez pendant les vacances, évidemment, vous n'avez pas de petits prix. Mais voilà, déjà, qu'il y en ait sur les transversales, ce serait bien. Ensuite, on se bat pour l'unicité du réseau ferroviaire. C'est vrai qu'il y a 2 autorités organisatrices différentes, les régions maintenant, et puis l'État. Mais ce n'est pas une raison pour qu'il y ait 2 réseaux ferroviaires. S'il y a 2 réseaux ferroviaires qui ne se parlent pas, c'est par exemple le cas quand il y a des problèmes de correspondance, tout le monde est perdant. C'est un jeu perdant. On se bat pour l'unicité du réseau ferroviaire. Et donc l'interconnexion de Vendières s'inscrit complètement dans ce combat, parce que s'il n'y a pas d'interconnexion, eh ben, on est perdant-perdant et on ne peut pas jouer gagnant-gagnant. L'interconnexion, les 2 réseaux qui s'unissent, qui se parlent, qui se mutualisent, s'enrichissent mutuellement, et à ce moment-là, ça n'est plus dissuasif pour les usagers de prendre le train. Alors ce problème, il n'est pas que le vôtre. On vient d'inaugurer, enfin, on ne vient pas d'inaugurer, je ne sens personne inauguré. On vient d'ouvrir la gare de la Logère à Montpellier, à quelques kilomètres de la gare centrale, et pour montrer que c'est perdant-perdant, les usagers TER arrivent à la gare centrale et les TGV commencent à arriver à la gare nouvelle qui est ex-urbanisée. Il faut 45 minutes pour aller de l'un à l'autre, et évidemment pas les stations de taxi, même les circulations automobiles ne sont pas prévues. Donc c'est perdant pour l'usager parce qu'il perd en temps. Tant qu'il a gagné en TGV, il le repère dans la connexion, et il perd en argent, parce que l'argent qu'il a gagné sur les petits prix, il le repère, parce qu'il faut qu'il repaye l'accès à la gare centrale de Montpellier. C'est vraiment privé, c'est vrai à Avignon, même si depuis un an maintenant, il y a une navette qui fait Avignon-Gare TGV, mais c'est encore le cas à Aix-Marseille, à la gare d'Aix centrale pour rejoindre d'autres destinations que Marseille. Vous prenez un quart du département qui marche très bien au demeurant. Enfin, il faut attendre le quart, il y a des correspondances, et le total, on est 30 millions de plus. Voilà, donc ça, c'est gagnant-gagnant. Et nous, on est contre une gare ex-urbanisée qui pénalise lourdement les usagers, qui pénalise lourdement l'activité économique, puisqu'il n'y a pas que des gens qui vont au travail, il y a aussi des entreprises qui ont besoin de ce réseau performant pour leurs entreprises. Voilà. Alors on est quand même persévérant, c'est la 2e fois que je viens sur une conférence de presse avant-hier, mais je reviendrai certainement une 3e fois, mais je le ferai parce qu'il faut être persévérant et que le ferroviaire est un temps long en général, mais c'est vraiment indispensable et nous avons la faiblesse d'y croire et de continuer, on est là pour vous apporter tout notre soutien et tout notre appui pour que ça arrive.
Merci. La parole à Luc Pardon. Pour le Césaire. Alors je voudrais excuser la présence de Patrick Tassin. L'absence de Patrick Tassin. L'absence de Patrick Tassin, qui lui aussi est retenu à deviner à Marseille. Mais comme c'est la conférence au Congrès des régions ce matin, donc il ne pouvait pas être là. Il est représenté par Luc Moreau, qui est vice-président donc du Césaire et en même temps bon connaisseur, fin connaisseur, puisqu'il présidait la commission des transports au Césaire jusqu'à quelques mois. Tout à fait. Luc. Oui, donc effectivement, dès là, à partir du moment où on a commencé à nous questionner, nous, Césaire, comme vous le savez, c'est quand même la deuxième assemblée régionale qui représente la société civile que l'on dit organisée. L'est-elle, ça c'est une question. Et nous avons déjà énormément travaillé là-dessus, puisque le Césaire Lorraine a travaillé en son temps sur une gare d'interconnexion, sur les liaisons sud-Lorraine. Donc ça, c'est bien connu, c'est bien géré, c'est bien travaillé chez nous. En octobre 2015, quand il y a eu donc le rapprochement entre les trois Césaires, on a travaillé en commun et on a sorti un document qui s'appelle « Pour un développement intelligent, durable, inclusif et équilibré », qui allait donc jusqu'à aller rechercher toutes les nécessités. Et déjà là, on parlait donc d'une vraie gare d'interconnexion et des mises à niveau donc des lignes pour le sud Lorrain. Ensuite, vraisemblablement, vous, hommes de la presse, le savez, en avril 2017, nous avons sorti un avis strictement réservé à la gare d'interconnexion que l'on appellera, même sans la citer, de type de Vandières, qui a été voté donc, dans sa grande majorité, puisqu'il y a eu un contre et 3 abstentions de notre Assemblée. Pourquoi nous sommes rendus compte, en fait, lorsque nous sommes retrouvés les trois Césaires ensemble, qu'il y avait certains atermoiements lorrains, et comme par hasard, l'arrivée des Alsaciens d'un côté, et j'aurais tendance à dire encore plus l'arrivée des Champenois, des Champardonnais, a fait qu'il est apparu absolument opportun et indispensable que cette gare soit créée, soit construite. Donc on a travaillé dans le détail là-dessus, et comme vous le savez, Champardonnay bénéficie d'une gare à Besançon à côté de Reims, et quand on connaît l'effet levier au niveau économique que ça a pu représenter, on se dit, on ose dire que pourquoi pas chiche, comme l'a dit certains, en Lorraine. Ensuite, cette gare, si on arrête encore sur cette gare pourrait bénéficier quand même d'aide européenne dans le cadre du plan Juncker. Et puis par ailleurs, il y a une fameuse TICPE Grenelle 2 qui est censée être affectée à ce genre d'investissement. Donc à partir du moment où la région devient chef de file du SRADET, comme on l'a dit tout à l'heure, on s'est posé la question, on a ouvertement posé la question sur un avis, comment peut-elle assumer cette nouvelle compétence en abandonnant le projet de la gare d'interconnexion TER-TGV à Vandières. Comme vous le savez, il y a déjà 23 millions qui ont été déjà dépensés pour assurer la superstructure qui permettrait donc l'implantation d'une gare. Ces 23 millions qui pour l'instant ont été totalement dépensés, passés en perte ses profits. Sachant que les textes, et ça on les a étudiés dans le détail, on devient presque des pros du dossier gare d'interconnexion Lorrain, il est bien dit dans tous les textes que la gare de Vandières se fera. Elle fait partie du texte et que logiquement, la fin de la LGV 2 prévaudrait uniquement à partir du moment où cette gare est construite. Donc quid des textes, et que je sais bien que parfois vous êtes quelques politiques ici présents, parfois ne peuvent pas aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont dit, mais là... Ce n'engage que ceux qui le reçoivent. C'est ça, voilà. Donc, mais voilà, donc nous, société civile, on essaie quand même de rappeler régulièrement qu'il y a des écrits là-dessus. Par ailleurs, ce qui est quand même important aussi, c'est qu'on a au niveau de la région Grand Est un président, en l'occurrence Jean Rotner, qui est tout à fait attaché au maintien de toutes ces lignes
dites capillaires, dites comme on veut. Petite ligne, c'est un peu péjoratif, parce que quand vous habitez sur une localité qui est desservie par une petite ligne, je peux vous dire que pour vous, elle est vraiment très importante, elle est primordiale, elle est principale. Donc c'est pour ça que la terminologie petite ligne, elle est un peu... il faut peut-être la revoir également. Mais il est certain qu'aujourd'hui, quand on voit le Grand Est, les investissements qu'ils font, que le Grand Est fait sur les lignes capillaires, qui logiquement sont quand même du ressort de l'État et de la SNCF, heureusement que nous avons aujourd'hui ce fameux coup de pouce, parce que même des lignes principales aujourd'hui sont dans un piteux état. Je prendrai pour exemple Charleville-Givet, une des principales lignes du Grand Est, même si elle parle pas au niveau des passagers, des usagers, quand on sait que parfois on doit rouler à 20 à l'heure parce que sinon on risque de se retrouver dans la Meuse, vous voyez un peu dans l'état où même les grandes lignes se trouvent aujourd'hui. Donc il y a matière, mais on a espoir du côté région Grand Est. Donc voilà, c'est tout ce que... Le dernier point, c'est que nous avons des représentants, je peux le dire parce que le rapport, je pense, aura été validé vraisemblablement aujourd'hui. Nous avons des représentants au comité économique et social de la grande région et dans le cadre donc, de la commission du groupe de travail 3, c'est-à-dire la commission de transport. Grande région transfrontalière. Transfrontalière, c'est-à-dire donc la Sarre, Palatina, la Lorraine, normalement, c'est même pas le Grand Est, encore aujourd'hui dans les papiers, le duché du Luxembourg, et puis une partie de la Belgique. Et les Ardennes, normalement. Donc voilà, et à partir de... Donc on a demandé à ce que le Luxembourg, par cet intermédiaire en premier, puisque c'est la présidence actuelle, c'est le Luxembourg qui assure la présidence, n'oublie pas de rappeler que la gare d'interconnexion les intéresse également. Et logiquement, il devrait y avoir dans le rapport de clôture de travaux un paragraphe sur la nécessité de construire cette fameuse gare de Vandières. Pour dire que le Luxembourg a besoin également de cette gare d'interconnexion. Pour dire, tout à fait, oui, ils sont demandeurs, tout à fait. Oui. Ils ont même participé, n'oublions pas, ils ont participé au financement. On a des délibérations, même d'une commune, dans la commune de Luxembourg, qui est allée dans ce sens-là. Donc voilà, c'est pour nous, on a passé un petit peu... Monsieur le Président, là-dessus, c'est ce que les prendre. On va dire un petit mot, si vous l'autorisez. Alors, Monsieur le Président Blaise, Monsieur le Président Cazot, Monsieur le Vice-président Moreau, chers collègues, cher Mathieu, donc je suis très heureux aujourd'hui d'être ici au Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Je tiens, cher Président, à vous remercier pour votre initiative. C'est l'occasion de rappeler position qui ne date pas d'hier. Mon prédécesseur avait clairement pris position en faveur de la gare de Vandières, et c'est une position que nous avons reconduite, notamment dans le cadre d'une motion qui a été votée à l'unanimité il y a quelques mois. Donc il n'y a aucune ambiguïté sur la position des Vosgiennes et des Vosgiens sur la nécessité de la réalisation de cette gare d'interconnexion. Mais je voudrais, en préambule, si vous me le permettez, insister sur un point qui m'apparaît essentiel, c'est qu'à ce stade, j'ai ressenti à l'échelle de nos territoires peut-être un manque d'information, de communication. Très clairement, j'ai entendu plusieurs positions qui consistaient à dire « oulala, si la gare d'interconnexion se réalise à Vandières, les Vosgiennes et les Vosgiens vont prendre un TER jusqu'à Vandières pour se rendre à Paris. » On entend la même chose sur la place Stanislas. Et la même chose. Alors, c'est un sujet sur lequel il faudrait peut-être, enfin, certainement, que l'on apporte un certain nombre d'explications. En fait, ce n'est pas le sujet. Dans l'actuelle gare, Lumini,
chevaux de ce secteur. Ce sont des TGV qui viennent d'Allemagne, qui assurent une desserte. Il y a Disneyland, il y a Roissy-Charles de Gaulle, et je crois qu'il doit y avoir que 2 trains, je crois, qui rejoignent les gares parisiennes. Donc il faut quand même bien insister sur ce sujet pour dire que finalement la question ne se pose pas de cette façon-là. C'est peut-être un peu basique ce que je vous dis, mais tout de même, ça me paraît, je crois, important de le rappeler. Évidemment, les intérêts de la gare, tout le monde, à partir du moment où nous avons tous les éléments, tout le monde peut appréhender les intérêts pertinents de cette réalisation. C'est effectivement une desserte, notamment vers le sud, qui fait cruellement défaut aujourd'hui à la région, ancienne région Lorraine, on va la qualifier ainsi. Et donc, effectivement, ça ne peut être qu'un plus, évidemment, pour l'attractivité de nos territoires. Mais aujourd'hui, je suis aussi bien conscient, en qualité de président du conseil départemental des Vosges, le dossier est complexe. Nous sommes confrontés, comme vous le savez, à une situation budgétaire extrêmement difficile, où, disons-le, c'était l'objet de notre réunion de hier soir à Marseille. Oui, on arrive, nous, à concilier la bergamote et la bouillabaisse. Donc on n'a pas que des défauts, évidemment. Donc, hier à Marseille, on assiste à quoi? C'est tout de même un transfert permanent de compétences, de dépenses, à l'endroit des collectivités territoriales, tout en n'étant pas respecté comme on devrait être respecté. Disons les choses telles que ça. On est vraiment dans une infantilisation du système, et donc on nous refile tout un tas de compétences, et en plus on dit, attendez, il ne faut pas dépenser plus. Donc là, on est vraiment confronté à la quadrature du cercle, donc je ne sais pas comment faire. Enfin bref, tout ceci pour vous dire que nous sommes, au niveau du département des Vosges, très attachés à la desserte des lignes capillaires, qui ont été qualifiées tout à l'heure, et au maintien aussi de nos lignes TGV. Nous n'avons pas fini, au niveau du département des Vosges, ex-Conseil général des Vosges, de rembourser nos emprunts. Donc ça serait quand même fort de café qu'aujourd'hui on nous dise, écoutez, on va vous fermer vos lignes, et ensuite on rentrerait dans une démarche très malthusienne, c'est-à-dire que, d'une part, certes, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes confrontés à des difficultés budgétaires, mais la réponse, on a le sentiment que la réponse actuelle qui nous est donnée, à l'instant T, c'est encore de réduire l'offre de services publics. Donc en fait, on a moins de services, moins d'attractivité, et puis après, on se plaint que finalement, on n'arrive pas à équilibrer nos budgets. Donc c'est cette logique qu'il faut aujourd'hui qu'il faut casser pour qu'on ait une véritable définition à la fois de nos enjeux budgétaires évidemment, mais également d'une vraie notion en ce qui concerne l'ensemble de notre service public. Et je crois que c'est cette différenciation, quelles que soient nos convictions, nos origines, peu importe. Bon, mais là, je pense qu'il en va de l'intérêt général de nos territoires ruraux. Parce qu'on ne pourra pas continuer comme ça. Ça fait plus de, quels que soient les gouvernements, ça fait 30-40 ans, on concentre les moyens sur les grandes métropoles, les grandes agglomérations, les grandes métropoles que nous connaissons à l'échelle nationale. Et en fait, tout ça, c'est tout le détriment de nos territoires, ce qui accentue les déséquilibres et, in fine, une population qui, je crois, n'est pas forcément plus heureuse aujourd'hui que ce qu'elle était il y a 15 ou 20 ans. Voilà ce que je pense, même si les progrès de la technologie nous ont apporté aussi beaucoup de choses, beaucoup d'avancées, il faut le reconnaître aussi. Et je crois que c'est ce logiciel qu'il faut aujourd'hui réadapter
face à la situation actuelle. Donc c'est la raison pour laquelle nous, c'est sans embâche, sans aucune discussion. Je me suis positionné à l'époque, je n'étais pas président, j'étais parlementaire, je suis positionné en faveur de la gare de Vandières, de façon très officielle, à l'époque du référendum. Donc je reste conforme à mes convictions. Donc il semblerait que les crédits soient rassemblés. Alors, il est vrai qu'à l'époque où j'étais parlementaire, j'avais suivi cette affaire-là, et qu'à l'époque, le dossier semblait bien engagé, semble-t-il, pour venir sous cette séquence. Et bon, maintenant, il faudrait que ça avance et ça serait l'intérêt de notre territoire, de l'ex-région Lorraine et de nos départements et de la région Grand Est. Quand vous dites il semblerait que les crédits soient rassemblés, concrètement, c'est quel montant, quel délai? Le président Moreau l'a dit tout à l'heure, hein, il y a la TICPE, d'accord, il y avait pardon, le plan Juncker qui permet 50% de financement. 50% de financement. Bon, sans oublier les 30 millions oui, de l'État qui avaient été pris comme engagement bien sûr, dans la convention de financement, absolument, et qui n'ont pas été budgétés, mais oui, qui existent de façon virtuelle. sur le papier. C'est un engagement virtuel à Bercy, je m'en méfie, mais enfin bon. Voilà. Et quant à la part additionnelle de la TICPE, je pense qu'il serait, parce que c'est je rappelle quand même que cette TICPE, elle trouve son origine dans la loi Grenelle 1, oui, avec l'environnement, et qu'elle était, donc il date de 2009, je crois que c'est août 2009, et qu'elle était, l'application de cette taxe était directement fléchée sur la réalisation de la gare. Alors, incidemment, il n'y a pas d'arrière-pensée dans ma tête, mais j'aimerais savoir à quoi est utilisée cette part additionnelle de la TICPE qui, logiquement, devrait rentrer dans les caisses de la région depuis maintenant quelques années. Alors, je rappelle que tout cela a été confirmé par le gouvernement, par le ministre du budget de l'époque, M. Eckert, et c'était en 2014. Donc ce mécanisme de financement existe, simplement, le fléchage existe, simplement, naturellement, la décision de faire n'a pas été prise. Alors je voudrais, si vous permettez, Président, si vous permettez, rajouter un point, c'est que la région, vous avez fait allusion, le Président, à la consultation, ce n'était pas un référendum, c'était une consultation qui était peu probante dans le résultat. Hein. Les deux départements, Meurthe-et-Moselle et Vosges, avaient voté pour. Les deux départements qui avaient déjà une gare grande vitesse, qui craignaient peut-être, ou qui avaient d'autres préoccupations, donc ont voté sensiblement contre. Ce n'était pas probant, mais la décision n'a pas été prise de ne pas faire, puisque la région, le conseil régional, l'assemblée régionale n'a pas été amenée à délibérer sur ce point. Donc on peut considérer deux choses, que d'une part, la région pourrait inscrire cela, le président pourrait inscrire cela au débat, et je gage qu'aujourd'hui, avec une vision d'ensemble qui est celle également de la cohésion territoriale et la cohésion de la grande région qui est en devenir, bon, je pense que la manière dont le débat se déroulerait serait peut-être moins polémique que le contexte dans lequel, effectivement, la consultation s'est faite à l'époque. Alors, je rajoute cela parce que la décision, donc, n'est pas prise. Les conditions, me semble-t-il, sont réunies. On a parlé des travaux d'anticipation. Alors, pour dire ce que c'est concrètement, ce sont des travaux qui prévoyaient, donc c'était conçu dès le départ, 23 600 000 euros, qui ont été réservés, c'est des travaux réalisés pour accueillir 2 voies supplémentaires. Donc l'emprise est là. Le financement, on en a parlé tout à l'heure. Les 30 millions de l'État, c'est un engagement. Donc les conditions sont réunies. Madame Borne, interpellée par le sénateur Jacquin, Olivier Jacquin, de Meurthe-et-Moselle, il y a quelques mois, a répondu, comme avait répondu à l'époque, il y a 2 ans à peu près, M. Vidalis, à l'époque secrétaire d'État au transport, la même chose. La balle n'est pas dans le camp de l'État.
elle est dans le camp des élus, donc de la collectivité régionale, maître d'ouvrage. Excusez-moi, M. Klein, d'avoir fait cette incidente, mais je n'étais pas sûr que ça revienne tout à fait après dans la discussion, et je voulais apporter cette précision en complément de ce que disait M. Vincent. Monsieur Klein. Oui, merci. Merci d'abord vraiment à Bruno Gazo et à Louis d'avoir pris cette initiative. Moi, je suis très satisfait que la société civile se réempare de ce sujet, des sujets ferroviaires de manière générale, même si c'est votre quotidien, notamment à la FNOT ou à la UT Lorraine, et de pouvoir faire en sorte que les élus qui portent depuis longtemps ces questions, parce que François et moi nous nous inscrivons, comme il l'a rappelé, dans le sillage et dans le prolongement des initiatives qui ont été prises en leur temps par Christian Poncelet et par Michel Guinet pour porter le dossier de Vendières sur le haut de la pile. Et nous poursuivons aujourd'hui cette action au titre de nos deux départements, mais nous le faisons vraiment en écho à une mobilisation qui va croissant. Je voudrais commencer vraiment par dire que la Lorraine, et je dis sciemment la Lorraine, l'espace lorrain aujourd'hui est menacé par un enfermement. Quand j'utilise la formule du cul-de-sac ferroviaire, ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Parce que sur l'Est-Ouest, globalement, l'absence de réalisation de la gare d'interconnexion Lorraine, alors qu'il y a une gare d'interconnexion en Alsace et une gare d'interconnexion en Champagne-Ardenne, rend les territoires, notamment les territoires ruraux lorrains, dans un grave déficit de mobilité et d'attractivité. Et moi, bien sûr, Épinal, bien sûr, Bar-le-Duc, bien sûr, Metz, bien sûr, Nancy, c'est pas moi qui vais négliger nos principales villes. Mais par-delà les villes, les 300 gares TER de Lorraine aujourd'hui sont toutes en risque de décrochage si elles ne peuvent avoir en perspective que de raccorder d'une part Nancy, Metz, Épinal ou Bar-le-Duc, puis par un transport de voitures, de bus, de navettes, de ce que vous voudrez, rejoindre ensuite la grande vitesse ferroviaire. Donc cela renforce l'enclavement. Et les décisions de la SNCF il y a 2 ans de supprimer une partie des liaisons vers le sud, de les renvoyer vers le Luxembourg, vers Strasbourg, de supprimer le train de nuit par exemple, Nice-Marseille, de Nancy et de Metz, avait déjà été un premier coup de canif. Et là, les annonces qui nous sont aujourd'hui faites par la SNCF et qui justifient cette mobilisation des élus lorrains qui visent carrément à supprimer, à quelques exceptions près, les liaisons vers Lyon pendant la durée des travaux, ne font que renforcer ce risque. Donc face à cela, une mobilisation est absolument nécessaire. Et ce n'est pas une mobilisation politique au sens traditionnel du terme, c'est vraiment une mobilisation de toute la société, des usagers et de celles et ceux qui décident. Et puis les Lorrains, je tiens aussi à le dire, ont cofinancé la grande vitesse européenne. C'est notre responsabilité, c'est aussi, comme l'a dit François tout à l'heure, de rappeler à l'État et à la SNCF que cette ligne ferroviaire, cette ligne à grande vitesse Est, n'a pu voir le jour que parce que les collectivités lorraines et toutes les collectivités lorraines ont mis la main à la poche. Donc il est hors de question d'être aujourd'hui écarté du tour de table au moment où les décisions importantes se prennent. Il y a un deuxième aspect. Si nous voulons collectivement être au rendez-vous de la neutralité carbone en 2050, comme cela est régulièrement rappelé, nous ne pouvons pas faire l'économie aujourd'hui d'un regard lucide sur la part des transports dans aujourd'hui la production de gaz à effet de serre. 30% des gaz à effet de serre sont le fait des transports dans notre pays, et 95% de ces 30%, c'est les transports routiers. Donc si nous ne changeons pas de braquet, si nous ne sommes pas en capacité de provoquer un vrai changement culturel dans l'utilisation des transports, nous n'y parviendrons pas. Mais pour ce faire, encore faut-il qu'il y ait une offre qui soit à la hauteur, une offre de service, une offre de qualité qui permette de rejoindre, quel que soit le bout de la France, la capitale, l'Europe, par les transports ferroviaires. Tout cela, c'est notre responsabilité collective. Et comme cela a été dit, le Conseil régional, le dossier est sur sa table. Je tiens tout de même à souligner que Jean Rotner m'a répété à plusieurs reprises, parce que je lui ai écrit au moment du débat sur le STRADET, je lui ai écrit en juin pour lui demander que la gare d'interconnexion soit inscrite au STRADET du Grand Est, pour lui rappeler, suite à sa réponse, pour lui rappeler le 20 juillet, je lui ai rappelé que le financement
aujourd'hui par le recours à la taxe additionnelle sur la TICPE, à la différence des investissements de proximité, parce que l'argument de la région aujourd'hui, c'est de dire la priorité, c'est les trains du quotidien, la priorité, c'est les petites lignes, ce que nous partageons pleinement. Mais ça ne fait pas appel aux mêmes sources de financement. Nous ne demandons pas à la région d'investir des moyens propres. La région dispose d'une ressource dédiée à travers la TICPE, la taxe additionnelle sur la TICPE, et les travaux conservatoires ont déjà été réalisés avant. N'oublions pas, quand on parle aussi de l'histoire des deux gares, parce qu'on nous a bassiné pendant des mois, des années, cette histoire d'avoir deux gares l'une à côté de l'autre, ce qui est quand même un contresens. Nous, ce que nous proposons, c'est de déménager la gare Lorraine dans son écrin définitif. Fermer une halte provisoire. Il déteste quand je dis halte provisoire, mais enfin, c'est quand même ce pourquoi ça a été conçu. Ça va coûter plus cher de faire des travaux conservatoires à Vandières que de réaliser la gare actuelle. Donc, même en termes stricts de bonne gestion des deniers publics, aujourd'hui, il y a près de 24 millions d'euros qui ont été dépensés à Vandières pour des travaux conservatoires qui le seraient en pure perte s'il n'y avait pas demain un équipement qui prenait place sur ce site. 24 millions d'euros, c'est le coût, 23,6 de travaux conservatoires qui ont été payés par l'État, RFF. Voilà, à Vandières pour accueillir une gare. Et cet argent serait dépensé en pure perte, vraiment en pure perte, si demain il n'y avait rien qui se produisait. Dans le débat, pardon, il y a quand même la Moselle qui n'a pas changé de position et qui n'est pas autour de la table et qui, pour l'instant, Patrick Weiter ne souhaite pas changer de position. Oui, mais au-delà des positions politiques, encore une fois, on connaît les positions politiques, ont eu l'occasion de s'exprimer 1000 fois sur le sujet. Et puis nous ne sommes pas là les uns contre les autres. Nous, ce que nous disons... Je suis très ami avec Patrick Weiter. Regardez Thionville. Oui, par ailleurs, sur ce sujet... Mais Thionville, c'est ce que je dis souvent. Je dis souvent à Patrick que les premiers en Lorraine, les premiers Lorrains qui bénéficieraient avec vraiment beaucoup d'intérêt de la gare de Vandières, c'est Thionville. Parce qu'aujourd'hui, c'est ceux qui sont les plus éloignés en termes de distance de transport des autres villes françaises et européennes, par le truchement des changements. Donc, tous les territoires lorrains aujourd'hui ont intérêt à être raccordés à une gare d'interconnexion. Et il est vrai qu'une gare d'interconnexion, comme l'a très justement rappelé François, n'est pas faite pour rejoindre Paris-Est. Parce que cette idée lancinante qui revient dans le débat, nous allons perdre des liaisons quotidiennes avec Paris-Est si nous faisons Vandières, elle n'est pas plus vraie avec Vandières qu'avec Louvigny. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'inventer des liaisons nouvelles à partir de Vandières, il s'agit de prendre les liaisons qui aujourd'hui transitent par cheminots et de simplement les raccorder à un réseau TER. Et ces gares d'interconnexion ne sont pas faites pour accéder à Paris-Est. Épinal, Bar-le-Duc, Nancy, Metz, Meuse-TGV, Remiremont, Saint-Dié, Lunéville sont raccordés aujourd'hui à Paris-Est sans qu'il y ait besoin de gares d'interconnexion. Donc ce sont deux approches parfaitement complémentaires. Mais au moment où le débat des liaisons sud est aussi fort, et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons aussi en faire une priorité, nous nous inscrivons pleinement dans la démarche globale qui a été engagée par tous les élus sur les liaisons sud, et notamment par le président de la région, Jean Rotner. C'est important de rappeler que pour les Lorrains, il y a un risque de double peine aujourd'hui, et que face à ce risque de double peine, face à ce risque de cul-de-sac ferroviaire nord-sud et est-ouest, il y a des réponses très concrètes qui existent. Cette motion, elle s'adresse en priorité à M. Rotner ou au gouvernement? Elle sera adressée aux deux. La cible, c'est qui? La cible principale, c'est qui? C'est Jean Rotner. Sur Vandières, c'est le conseil régional qui a les cartes sur la réalisation de la gare de Vandières. Ensuite, sur les liaisons sud, puisque la motion ne parle pas que de Vandières, elle parle aussi des liaisons sud, la SNCF et le gouvernement sont évidemment concernés. D'accord. Mais vous avez bon espoir de voir une prise de position dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Si on n'avait aucun espoir, on ne le ferait pas. Bien sûr. Absolument. D'accord. Oui, tout à fait. Et Jean Rotner s'est montré, pour le dire très franchement, s'est montré plus ouvert que son prédécesseur sur ce sujet. Oui, il l'était aussi, Michel. Il n'avait pas fermé la Non, porte. il avait dit que ce n'était pas prioritairement. Je peux dire que Jean Rotner s'est montré plus ouvert. L'État s'est exprimé aussi sur ce sujet en disant mettez-vous d'abord d'accord. Il est là, C'est l'objet de la démarche. Si vous permettez, moi je voudrais peut-être, avec une parole qui est peut-être moins contenue que si j'étais Moins politique, dire que dans le fond, moi j'ai des attaches chiennes et lyonnaises. Mais je veux dire que Kouchner n'est pas loin
dans le Beaujolais, vous savez. Et c'est vrai que si on regarde de près le dossier, si Vandières, je le dis comme ça, si Vandières avait été en Moselle, on ne serait pas là à en parler. Voilà. Bon, alors ça c'est un premier point. Deuxième point, je rappelle que monsieur, comment dirais-je, monsieur Moreau tout à l'heure, a évoqué une prise de position, une délibération prise presque à l'unanimité. Les Mosellans étaient là. C'est le point sur lequel je vais revenir. Les Mosellans étaient là. Un contre alsacien, 3 abstentions, dont de me souvenir, c'était il y avait 2 Mosellans. Sur combien? Sur 80, on était 240, enfin j'arrondis, donc 80, vous voyez, il y avait 80 Mosellans. Vous êtes bien organisé parce que trouver 2 abstentions sur 80 donc, vous voyez, vous êtes organisé. Oui, donc et effectivement, ce qui renforce aujourd'hui cette gare d'interconnexion, son sujet, c'est bien l'effet Grand Est. Et le fait Grand Est, parce que les Lorrains commencent à continuer un petit peu à tourner, si je puis dire, en rond sans trop en sortir. Les gens pardonnés d'un côté, donc les 80 d'un côté, les 80 Alsaciens de l'autre côté, on dit mais les gars, attendez, vous déconnez quoi. Il faut faire quelque chose, il faut faire sortir un petit peu quelque chose de là-dedans. Et c'est en fait, je crois que c'est ce qui a remis un petit peu sur les rails, ou les futurs rails, donc cette gare, alors qu'on avait quand même effectivement un président de conseil régional qui avait dit je fais ce qu'il faut pour que ça ne soit pas enterré, mais je le ferai pas, quoi. Moi j'enterre. Et puis on verra après moi. Donc moi j'ai une façon de parler qui est relativement... Et donc cette prise de position, elle date de quand? Elle date du mois de juillet? Non, ça ce que l'on a fait, c'était donc avril 2017. D'accord. Et donc il y avait, vous disiez, 2 abstentions, c'est ça? 3 abstentions. 3 abstentions et un contre. Mais un contre, on ne sait pas. En fait, pourquoi il était contre? Non, je vais vous dire, c'est qu'un représentant des parents d'élèves, c'est parce qu'apparemment, selon lui, on n'était pas allé suffisamment chercher les contres au projet de Vandières. Sauf que les contres que l'on a essayé de chercher, on les a fait court. Sauf qu'à l'époque, dans nos travaux, les contres que l'on a essayé d'aller chercher ne sont pas venus. On n'a pas pu les auditionner. Donc c'est un contre sur 240. Voilà. La région Grand Est est une chance véritablement pour la gare. Ça sort de débat, pas un microcosme, mais quelque part. Je vous invite à aller prêcher outre les montagnes vosgiennes, les montagnes d'Alsace, parce que c'est un débat qui est sous couvert du président Klein et des présidents. Non, c'est pas là-dessus. Il faut expliquer que la grande région est quand même un avantage. En tout cas, pour désamorcer des polémiques, probablement une chose. Moi, je voudrais rajouter, si je permets juste un petit point, une petite anecdote. La métropole de Metz vient d'inaugurer il n'y a pas longtemps le centre des congrès Robert Schuman. La métropole de Grand Nancy a inauguré un peu plus longtemps, pas très longtemps quand même, donc le centre Prouvé. Continuera-t-on à venir effectivement à un congrès en prenant un quart sur la dette? Je veux dire, simplement pour l'image, au-delà, il y a l'attractivité. On parlait de la région, le schéma régional d'aménagement et développement du tourisme, durable bien entendu, pas que durable, tout est durable, et sauf nous-mêmes. Et donc là, on parle de développer le thermalisme. Bon, si effectivement, et les Vosges sont en première ligne, mais pas seulement les Vosges, Amnéville aussi, je veux dire, si on ne trouve pas, que ce soit pour le club méditerranéen ou pour d'autres, si on ne trouve pas des possibilités effectivement de rendre la mobilité attractive et de permettre effectivement des liaisons les plus directes possibles, je veux dire, on passe à côté d'opportunités et on se prive effectivement donc de cet atout, car c'est un atout, mais qui n'est pas valorisé. Le paradoxe, il n'est pas valorisé, moi je le dis très librement devant des grands élus, mais je le dis, qui n'est pas valorisé suffisamment par les Lorrains. Je voudrais d'ailleurs, en parlant des Lorrains, dire 2 mots. Je trouve, avec un regard à la fois, puisque j'en suis, mais c'est vrai que les Vosgiens, parfois on dit qu'ils ne sont pas totalement que Lorrains, ils sont d'abord Vosgiens.
Mais, comment dirais-je, il me semble, si vous voulez, que les Lorrains sont pas trop discrets. Et là, en l'occurrence, je crois qu'il faut que les Lorrains donc, fassent entendre leur voix, en tout cas la société civile, qui sera derrière, naturellement, donc, les élus, parce que je crois qu'on a besoin de cette légitimité aussi, la société civile. Je crois qu'on sera derrière. Il faut que les Lorrains, donc, disons, fassent entendre leur voix. J'ai envie de dire que si on change le X par un E, j'ai envie de rajouter ferroviaire. Voilà, ferroviaire. Je pense que c'est un véritable défi pour l'avenir. Je pense qu'il faut profiter effectivement du contexte nouveau de la grande région qui rebat un peu les cartes en termes d'aménagement de territoire. J'ai dit tout à l'heure que ça participait également de la cohésion à trouver pour cette grande région en construction, en devenir. Bon, il y a la démarche un peu identitaire alsacienne qui est propre, mais je pense que la Lorraine, qui est au centre de cette grande région, a une place tout à fait éminente. C'est un élément fédérateur. Donc, ce n'est pas seulement ce qui est en jeu l'axe nord-sud, c'est aussi effectivement l'axe est-ouest. Je crois d'ailleurs qu'un des objectifs de la région, c'est de faciliter également la communication entre les grandes villes, voilà, et les villes moyennes. Donc, je crois que c'est important. Donc nous sommes très attachés, nous usagers, à la réalisation de cette gare. Comment vous expliquez qu'il y ait on va dire, un front commun pour tenter de sauver les liaisons vers le sud, le TGV, et que là sur Vandières, ça fait des années que vous n'arrivez pas à trouver, si ce n'est la moindre discussion possible avec ceux qui ne veulent pas aller sur ce sujet de Vandières, qui font tout pour l'éviter, ou qui ferment les portes. Moi je trouve que les portes sont moins fermées qu'elles n'ont pu. Oui. C'est le sentiment que j'ai. Après, je suis parfaitement conscient que nous ne sommes pas du tout arrivés encore à destination. Mais lorsque, par le passé, Vandières était un sujet éruptif, systématiquement éruptif, systématiquement politicien, systématiquement instrumentalisé à d'autres fins, aujourd'hui c'est un sujet, certes, qui ne fait pas encore consensus, mais en tout cas qui progresse. Parce que je pense que le Grand Est, comme ça a très bien été dit par François ou par Louis Blaise, a du coup permis un zoom arrière. Enfin, on est sorti un peu de notre microcosme lorrain et nous avons vu qu'en Champagne-Ardenne, une gare d'interconnexion était en fonction sans avoir menacé du tout la gare de Reims, et qu'à Strasbourg, l'interconnexion entre le TER et le TGV s'est fait sans que ça menace aucune destination. Et du coup, ça renvoie la Lorraine à une situation qui devient une situation atypique. Et je crois que la question aussi, elle est ce qui est dans son propos, très justement, est-ce que des liaisons vers Paris sont menacées ou pas? Je pense que ça, c'est un des grands sujets de la retenue de beaucoup par rapport à la gare de Vandières, qui pourrait à terme être pour la SNCF l'occasion de limiter, de réduire le nombre d'allers-retours quotidiens entre Metz, Nancy ou Épinal. C'est la tentation de la SNCF de se dire si on fait Vandières. Mais moi je crois pas. Je pense que si la SNCF a la tentation un jour de réussir, il faut regarder le succès commercial. Enfin, Pépine nous l'avait écrit d'ailleurs, je ne sais plus à quelle occasion. Aujourd'hui, la SNCF ne sera pas tentée de réduire le Paris-Nancy ou le Paris-Metz parce qu'il y aurait une gare à Vandières. Elle le fera parce qu'il y aurait certaines de ces liaisons qui ne seraient plus rentables commercialement. C'est ça qui la fera réduire ou augmenter la cadence. Ce n'est pas le positionnement d'une gare d'interconnexion. Que l'ICE fasse une halte à Vandières, enfin Lorraine TGV, comme il le fait déjà aujourd'hui, par exemple, ou que certaines liaisons, parce qu'elles ne s'arrêtent pas du tout à Nancy, à Metz, à Strasbourg ou dans les Vosges, c'est un caractère ponctuel et presque anecdotique. Ce n'est pas la fonction première. Donc, s'il devait y avoir un risque sur les liaisons vers Paris-Est, ce n'est pas la gare d'interconnexion qui fait peser un risque particulier. Et ça, je pense qu'il faut qu'on arrive à ce sont deux choses distinctes. Je ne dis pas que c'est gravé dans le marbre et qu'il ne faut pas se battre pour les liaisons vers Paris-Est. Je pense qu'il faut être très vigilant, mais je pense qu'il ne faut pas amalgamer les deux dossiers. Quel intérêt aurait la SNCF pour des liaisons qui marchent bien en 1h30 à dire soudainement à ses voyageurs, écoutez, à partir de la semaine prochaine ou de l'année prochaine, vous allez reprendre 3 quarts d'heure dans la rue parce qu'on va vous faire transiter par Vandières. Remettre les gens sur la route, peut-être relancer la liaison aérienne entre Lorraine, entre Metz-Nancy-Lorraine et Charles de Gaulle, qui tout ça, la RN4 est quasiment le plus grand monde qui l'utilise. La liaison aérienne a été suspendue dès la mise en service de la LGVS en 2007.
Il n'y a pas d'intérêt aujourd'hui. Moi, je ne vois pas d'intérêt aujourd'hui pour la SNCF de faire cela. Donc, je pense que c'est une des raisons qui persiste aujourd'hui encore à peut-être créer un peu de crainte. Tout à fait. Je peux intervenir sur 2 points. Votre première question, n'oublions pas, si on fait la jeunesse, n'oublions pas que initialement la gare d'interconnexion à Lorraine c'était Vandières. Et que c'est selon certains des impossibilités techniques qui ont fait qu'on a trouvé le biais de Louvigny. Et comme par hasard, là je ne rentre pas dans la politique, mais comme par hasard, ça a quand même été un œil très mosellan qui a trouvé qu'à Vandières ça ne pouvait pas se faire, et qui a proposé Louvigny. Et maintenant, bien évidemment, ils disent mais on a notre gare à Louvigny, donc venez pas nous chercher quoi que ce soit par ailleurs. Mais dans les textes, c'est bien la gare d'interconnexion Lorraine et bien à Vandières, ça c'est une certitude. Maintenant, pour ce qui concerne donc le côté financement, il y a un petit souci également, c'est dans l'approche et dans la lecture, c'est qu'en fait, la loi de Grenelle, pour la TICP, il y a 2 TICP. Il y a la 1 et la 2. La 1, il n'y a pas de souci, la région peut donc améliorer, modifier, régénérer des lignes sans aucun souci. Par contre, la 2, elle est bien fléchée pour des infrastructures, des investissements, pour du développement durable, etc., etc., etc. Et elle est bien ciblée comme celle-ci. Donc, aujourd'hui, la France s'accommode peu ou prou de travailler sur la 2 pour une régénération d'un réseau capillaire normal. Mais peut-être que demain, l'Europe va retoquer en disant bah, attendez, là, ça ne vous a pas été accordé. Ça ne vous a pas été accordé. C'est accordé effectivement pour une gare d'interconnexion sans aucun souci. Donc voilà, c'est là où il y a un problème de visibilité et il y a un problème de compréhension. La 2 n'est pas faite pour ce que l'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est utilisée pour des lignes puisqu'on ne fait pas la gare secondaire. Et on ne crée pas de nouvelles infrastructures. Mais elle est utilisée. D'accord. Vous regardez le budget. Vous regardez le budget. 120, 130 plus. Le dernier chiffrage des dessins c'était 120, mais c'est un chiffrage. C'est le chiffrage de 2014. 2014, il faut actualiser. Donc là aussi, maintenant, on ne peut pas venir faire marche arrière. On estime que la rentrée annuelle donc de la part additionnelle de la TICPE est de l'ordre de 20 millions. Donc ça donne un ordre de grandeur. Alors c'est pas quelques 10, 20 ou 30 millions près, je veux dire, bon c'est beaucoup dans l'absolu, mais je veux dire, il faut relativiser. Donc on a un mécanisme, ce mécanisme, il suffit, en plus c'est un mécanisme qui est insensible. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous passez à la pompe, vous payez 0,0, je ne sais plus le chiffre exact, c'est un pourcentage extrêmement faible, vous ne le sentez pas et vous ne voyez pas. Donc, ça, tous les jours, vous payez Vandières pour rien. Pardon ? Tous les jours, vous payez Vandières pour rien. Oui. Et j'ai posé la question tout à l'heure. Où va cet argent ? Sur quoi sert cet argent ? Fléché. Normalement fléché, c'est-à-dire dédié, on ne peut pas l'affecter normalement autre chose. Voilà, sauf décision contraire. Je pense que ce qui est important, excusez-moi, c'est très brièvement, c'est de bien mettre en évidence tous les arguments positifs. Alors, soit avec le passé, tous les jours nous devons dire sans rien, et puis communiquons dans ce sens-là, mobilisons les esprits, et faisons confiance à Churchill. Alors justement, Monsieur Vincent, Churchill disait, vous savez ce qu'il disait Churchill ? Les esprits, parce que c'est vital pour la Lorraine, Churchill disait les esprits n'ont jamais été aussi concentrés qu'au pied de l'échafaud. Non, mais en termes de communication, et c'est très important, est-ce que c'est le même combat défendre les petites lignes, les lignes secondaires, les évidemment, parce que si vous avez des petites lignes, si vous avez des petites lignes pour la faire court, façon qui aboutissent à rien. Pas facile, parce que Vandières, ça a été un dossier aujourd'hui. Si vous avez des petites lignes qui aboutissent à rien, l'intérêt est moi que si ça aboutit à quelque chose. C'est tout simple. Je vais prendre un exemple. Je suis champardonnais. Je prends le TGV pour Reims aujourd'hui au niveau du Césaire. Je préfère prendre une réunion à 10h15 à Strasbourg parce que je prends le TGV à 12 km de chez moi. Metz, non. Alors non, parce que après on arrive à Louvigny, le car il est là, il n'est pas là, on met combien de temps, etc. Donc quand vous avez une réunion derrière, c'est pas possible.
Dauphine, et je ne peux pas partir. Donc en ligne standard, il faut partir la veille pour aller au départ de Reims. Donc voilà. Alors que si on avait cette gare d'interconnexion, bien évidemment, des gens pardonnés comme des Alsaciens prendraient le TER à partir de Vandières pour aller sur Metz.